Bonjour, Edmond Lapompe-Péronne. Bonjour. Vous êtes écrivain d'origine martiniquaise, auteur de plusieurs ouvrages dont 3 romans, à savoir La rivière du Pont de Chêne, Mon soleil se lève au crépuscule, Le Madou et une série jeunesse qui raconte les aventures d'un petit crabe rouge, Touloulou le bienheureux, en 4 volets. Je cite Touloulou au pays des Mantous, Touloulou au pays des dauphins, Touloulou au pays des perroquets et Touloulou au pays des grenouilles. Contes sur lesquels nous allions revenir en fin d'interview. D'abord, attardons-nous à votre tout dernier ouvrage, Le Madou, paru aux éditions L'Harmattan dans sa collection Lettres d'ailleurs. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de Le Madou et ce groupe d'amis des années 70? Lors d'événements malheureux survenus dans ma famille, beaucoup de mes amis des années 70 à 80 ainsi que ceux d'avant ont toujours témoigné leur amitié à mon égard, que ce soit par leur présence ou par message. Je me suis alors promis d'écrire un roman sur l'apologie de l'amitié, remémorant certains de mes souvenirs avec eux, avant nos départs pour l'Hexagone, pendant nos parenthèses de vie en métropole, et lors de nos retrouvailles, lorsque les occasions se présentent. Une façon de rendre à tout ce monde un hommage. Pourquoi avoir choisi de croiser les destins d'un Antillais et d'une Malgache dans l'Hexagone? Il me fallait un fil rouge pour raconter la succession de tableaux décrits dans le roman. L'idée d'une amitié amoureuse avec une Malgache s'est imposée en accord avec la philosophie du roman. J'ai en effet réellement entretenu ce type de relation, à la seule différence que l'exil de cette Malgache en France est dû à son mariage avec un Vazaha, comme on dit à Madagascar. 2 populations à quitter leur territoire pour des raisons différentes. comment avez-vous travaillé la mémoire et la nostalgie dans ce récit? Je n'ai pas voulu faire un récit journalistique de toutes les anecdotes racontées dans le roman, dont une grande partie est réellement basée sur des faits, tout en veillant à ne pas les attribuer à la bonne personne et en ajoutant une touche d'autodérision à certaines scènes. Revenir sur son passé, pour l'écrire, procure une certaine souffrance qui se reflète dans la rédaction du roman. Le banquet final est-il une métaphore de la transmission intergénérationnelle? Ce banquet a réellement existé sur mon initiative, mais à une moindre échelle. Cela a permis à certains d'entre nous de se revoir après 25 ans sans savoir ce que l'autre était devenu, et même plus pour certains, mais avec l'impression que cet espace de temps n'avait jamais eu lieu. Tout semblait recommencer à l'heure où il s'était interrompu. Il m'arrive, en effet, de conseiller aux jeunes de ne pas oublier les instants présents de leur existence afin qu'ils en fassent un album de leurs souvenirs, et que l'amitié est un ciment très noble à entretenir avec soin. Quelle place occupe l'amitié dans votre œuvre, et en particulier dans Le Madou? Dans tous mes ouvrages, même dans ceux destinés aux enfants, l'amitié a une place prépondérante. Le Madou, il faut le savoir, n'est pas le fruit de mon imagination. Cette association a bien existé, ainsi que certains personnages du roman. Quelque part, avec du recul, le Madou a permis à beaucoup d'entre nous de supporter nos exils dans l'Hexagone, car il y avait une vraie, solidaire et sincère entraide entre nous. Ce fut une chance et une richesse pour moi d'avoir fait partie de ce cercle d'amis qui perdure encore. Comment avez-vous intégré les expressions créoles pour donner vie aux personnages? On peut être un puriste de la langue française tout en ayant un amour pour sa langue maternelle. Cette façon de l'intégrer dans la rédaction du Madou a un double objectif. D'une part, donner une saveur particulière au texte, et d'autre part, faire connaître et sensibiliser certains lecteurs au créole. Pour cela, j'ai intégré cette tendance à entremêler des mots ou expressions créoles lors de certains échanges, car notre cerveau utilise notre langue maternelle pour trouver plus rapidement le mot juste, contrairement à la langue française qui est trop académique et n'offre pas une interprétation immédiate. Le quiproquo amoureux est-il inspiré d'une expérience réelle ou d'un symbole littéraire? C'est une technique littéraire davantage qu'un symbole que j'utilise souvent dans mes écrits
et même dans mes contes pour enfants. Par ce biais, je laisse planer un mystère dans l'esprit du lecteur qui, ainsi, donne libre cours à son imagination ou à ses interrogations sur le non-dit en point de suspension. Le lecteur participe alors de façon invisible à l'écriture de certains chapitres ou à la rédaction de la fin du roman comme bon lui semble. Après avoir une idée de la nature et du caractère de votre dernier roman, Le Madou, abordons ceux de votre tout premier roman, La rivière du pont de Chêne, qui semble assez intimiste sous certains aspects. Pourquoi avoir situé cette histoire dans la Martinique des années 60 ? Ce sont les années de l'innocence de mon enfance, à la frontière de celle un peu ingrate de mon adolescence. À cette période, tout était en authenticité, à l'ancienne. Toutes les valeurs éthiques, éducatives, morales ou religieuses semblaient être données et reçues d'une façon uniforme. La seule technologie en ce temps-là était le poste TSF qu'on prenait le temps d'écouter dans le silence, en tendant l'oreille. La vie était dehors, du matin au soir, et à l'intérieur pour apprendre ses leçons et faire ses devoirs d'école. Pour ma génération, c'était la belle époque, même si on a une souvenance d'une éducation très stricte et punitive, donnée par nos parents, mais également par le maître d'école qui avait tout pouvoir pour corriger le moindre de nos écarts. Simon est un adolescent confronté à des émotions fortes. Que vouliez-vous dire sur l'initiation amoureuse ? Il faut savoir, dans les années 60, on n'avait aucune idée de cette notion en tête. Les seules images ou scènes d'amour ne pouvaient être vues que lors des séances de cinéma où étaient projetés des films vertueux, avec comme séquence un peu osée les baisers très courts et pudiques des amoureux du film. Notre éducation se forgeait surtout grâce à notre voyeurisme, qui nous incitait à espionner les rencontres secrètes de certains couples. Nos aînés, ayant très peu de différence d'âge avec moi, croyaient tout comprendre du très peu qu'ils connaissaient. Ce n'est qu'en jouant aux docteurs et aux malades qu'on cherchait à mieux connaître les parties intimes de notre anatomie. Dans La rivière du pont de Chêne, j'ai accentué ce voyeurisme, en décrivant cette scène d'amour à laquelle j'avais assisté, mais sans avoir rien compris de ce qui s'était passé exactement, puisque les deux partenaires avaient gardé leurs vêtements. Pour mon initiation amoureuse, j'ai mis un peu de mes connaissances d'adulte en cette matière dans le fantasme d'un adolescent, en quête de découvrir ce qu'était physiquement l'amour. J'ai donc imaginé ces scènes d'amour comme moi je rêvais un jour de les vivre avec un regard d'enfant. La violence conjugale est au cœur du récit. Comment avez-vous abordé ce sujet délicat ? Le couple dont il est question dans le roman a vraiment existé, et j'avais du mal à comprendre, étant enfant, comment une femme tout en douceur pouvait être attachée à un homme rustre et vulgaire comme son mari. De ceci, je me suis imaginé des violences subies par cette femme, occasion m'étant donnée d'avoir un faible pour elle, bien plus âgé que moi. Peut-être que cette situation violente et imaginaire légitimait mon attirance pour elle. La rivière devient un personnage à part entière. Que représente-t-elle pour vous ? La rivière du pont de Chêne, à l'époque, très beau cours d'eau, était le théâtre de nos jeux d'enfants du quartier. On jouait aux cow-boys sur ces berges sablonneuses, on s'y baignait dans des bassins que nous construisions, on y pêchait avec des cannes de fortune et, surtout pour ce qui me concerne, c'était auprès d'elle que j'allais puiser un peu de solitude et de silence pour mieux rêver. Quelle image vouliez-vous donner de Fort-de-France à travers ce roman ? J'en veux quelque part à tous ceux qui ont défiguré ce quartier de mon enfance et les sections environnantes. De la belle jeune fille joyeuse et insouciante, pleine d'innocence telle qu'elle était, on ne voit maintenant Fort-de-France que comme ces filles de joie qui cachent leur beauté passée sous des crèmes ou autres artifices pour maquiller la laideur de ses vices et de ses violences. Pour ma part, son mal-être est irréversible. Le ver de sa perdition est bien ancré au cœur de son fruit, et par mon témoignage du beau du temps de sa belle jeunesse, où il faisait bon vivre,
malgré la misère existante de l'époque dont on faisait fi. J'ai l'impression d'avoir répondu par mon roman « La rivière du pont de Chêne » à son appel, me suppliant de dire au monde comment elle était flamboyante. Comment vos lecteurs ont-ils réagi à la noirceur et à la passion de cette histoire? Selon ce qu'il m'a été rapporté, les lecteurs n'ont pas perçu de noirceur dans l'histoire, mais plutôt de la poésie décrivant une romance. En outre, ils ont ressenti une sorte de nostalgie pour ce temps passé qu'ils retrouvent dans d'autres quartiers de Fort-de-France, défigurés par leur désolation et gangrénés par la violence qui sévit. L'autre facette de vos écrits est consacrée aux contes pour enfants, plus précisément aux aventures d'un petit crabe rouge. Touloulou, le bienheureux. Comment est né le personnage du petit crabe rouge Touloulou? Il n'y a pas de personnage emblématique de ma connaissance dans les rares contes pour enfants aux Antilles, sinon Compé Lapin en Martinique et Maman de l'eau en Guadeloupe. Donc, il m'est venu l'idée de combler ce vide en étant inspiré par ces minuscules crabes rouges et noirs qui pullulent aux abords de nos plages. Pourquoi avoir choisi la Caraïbe comme décor pour ces aventures? Cela coule de source, puisque je suis d'origine antillaise et l'appellation Touloulou de ce crabe est propre aux Antilles. D'autant plus que ces contes ont une vocation pédagogique pour enseigner la flore et la faune commune de nos deux îles, Martinique et Guadeloupe. Mais, aux dernières nouvelles, Touloulou le bienheureux a fait une escapade dans l'océan Indien. Quelle valeur souhaitez-vous transmettre aux enfants à travers Touloulou? La force ne réside pas dans les muscles pour résoudre ces problèmes, mais dans l'intelligence qui permet de les surmonter. Touloulou est petit et fragile, mais très malicieux. Dans Touloulou, au pays des dauphins, l'appel de l'aventure domine. Est-ce un reflet de votre propre jeunesse? Un adage dit que les voyages forment la jeunesse, mais cet appétit de l'aventure m'a pris sur le tard. À travers mes contes pour enfants, je souhaite inculquer à mes très jeunes lecteurs le goût de la découverte de l'autre et d'ailleurs en leur proposant des aventures. C'est la meilleure façon de lire le monde sans les livres, mais pour pouvoir mieux les écrire avec des mots justes et véritables. Dans Touloulou, au pays des perroquets, l'entraide et la solidarité sont centrales. Pourquoi ce choix? Dans tous les contes pour enfants retraçant les aventures de Touloulou le bienheureux, on retrouve ces valeurs qui me sont chères, et surtout, encore et encore, l'amitié et l'amour pour son prochain. Comment conciliez-vous poésie et pédagogie dans vos récits jeunesse? Certaines critiques me reprochent justement d'être un peu trop littéraire dans mes contes pour enfants. Mais moi, je considère que donner goût à la littérature, à leur âge, passe par ces passerelles poétiques dans les descriptions des paysages visités par Touloulou. Là, ils vont s'apercevoir qu'on peut peindre des tableaux rien qu'avec des mots. Quel retour avez-vous reçu des jeunes lecteurs ou des enseignants? Cela dépend de l'enseignant et du degré de son projet pédagogique, ayant l'un des contes pour enfants comme support. En général, si elles font appel à moi que des enseignantes à ce jour, c'est que le conte leur convient et mérite d'être inscrit dans leur programme pédagogique. Les enfants sont mes meilleurs critiques car, en grande majorité, ce sont des enfants qui sont déjà portés sur la lecture, et ils s'attachent au personnage de Touloulou, peut-être à se reconnaître en lui. Après vos ouvrages, parlons maintenant de votre vision sur le monde, se rattachant à vos écrits. Vous êtes natif de la Martinique. Comment vos racines influencent-elles votre écriture? Tout naturellement et en toute logique, mon écriture reflète mes origines. Comme je le dis souvent, je ne suis pas un journaliste qui raconte des faits ou les commente, ni non plus un historien qui chercherait à faire revivre le passé ou à l'expliquer. Je ne me reconnais que comme un modeste écrivain, tentant de laisser une trace après la fin de ma vie et d'écrire avec l'encre de mes états d'âme. À ne me contenter que de cela. Vous avez vécu l'exil des années 70. Comment cette expérience nourrit-elle vos récits? Mon exil des années 70, qui a duré plus de 20 ans, n'est qu'une période de ma vie, qui a été une expérience, mais qui ne nourrit pas plus que cela mes récits. Pour preuve, un seul de mes ouvrages fait allusion à cette période. Je crois
et la plupart des écrivains partagent peut-être mon avis, qu'on est écrivain et qu'on se révèle l'être à tout âge, tous étant nourris d'une très grande sensibilité qui n'est pas apparente ni démonstrative, mais qui est en permanence en émulsion au plus profond de soi. Avez-vous des anecdotes? Beaucoup d'anecdotes sont reprises dans le Madou, mais racontées avec une succulence à la mode antillaise. Quel message universel souhaitez-vous que vos lecteurs retiennent de l'ensemble de votre œuvre? Je n'ai pas de prétention universelle en ce sens. De mes humbles intentions dans mes ouvrages, mais qui n'engagent que moi, je cherche seulement à dire « j'aime les gens ».